Look your credit card. La voix de mon mari sortait du haut-parleur de mon SUV avec le même calme que s'il me rappelait d'acheter du lait en rentrant. Pendant une seconde, j'ai sincèrement cru avoir mal entendu. Quoi? J'ai bloqué ta carte de crédit, a-t-il répété. Tu ne t'en serviras plus jusqu'à ce que nous ayons une conversation. Avant que je puisse répondre, une autre voix familière s'est imposée dans l'appel. Ma belle-mère. Demande-nous avant de dépenser un centime, a-t-elle dit, chaque mot dégoulinant de satisfaction. Le silence a envahi la voiture. Je pouvais presque l'imaginer debout dans ma cuisine, les bras croisés, arborant le même sourire suffisant qu'elle avait perfectionné au cours des 3 dernières années. Ni l'un ni l'autre ne s'attendait à ma réaction. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement terminé l'appel. Puis j'ai démarré mon moteur et je suis allé tout droit à ma banque. 2 heures plus tard, mon téléphone affichait 55 appels manqués. Et à ce moment-là, tout ce qu'il croyait contrôler avait déjà disparu. Je m'appelle Emily Carter, et jusqu'à cet après-midi-là, tout le monde, y compris mon mari, pensait que j'étais la femme silencieuse qui ne se défendait jamais. Je suppose que c'était en partie vrai. Pendant 17 ans. J'avais choisi la paix plutôt que la fierté plus de fois que je ne pouvais en compter. Je croyais que les mariages survivaient parce que quelqu'un devait rester calme lorsque la vie devenait désordonnée. La plupart du temps, ce quelqu'un, c'était moi. Marc et moi nous sommes rencontrés dans la vingtaine. Alors que je terminais mes études supérieures en comptabilité. Il lançait une petite entreprise de construction avec une seule camionnette. Une boîte à outils et plus de confiance que d'argent. J'admirais cette confiance. Il admirait ma patience. Ni l'un ni l'autre n'avait grand-chose, mais nous avons construit ensemble une vie confortable. Au fil des années, son entreprise a grandi. Ma carrière aussi. Je suis devenu CPA, spécialisé dans l'aide aux cabinets médicaux pour organiser leurs finances, préparer les impôts et planifier leur croissance à long terme. Mon travail n'était pas spectaculaire. Pas de grands chantiers, pas de camions d'entreprise avec logo, pas d'interviews dans les journaux. Juste des tableurs, des chiffres. Une planification minutieuse et des clients qui me confiaient leur avenir. Les revenus étaient excellents. Très peu de gens réalisaient à quel point, et cela incluait Marc. Il savait que je gagnais bien ma vie. Il n'a jamais demandé de détails et je n'ai jamais ressenti le besoin de comparer nos salaires. Pour moi, le mariage n'était pas une compétition. L'argent n'était qu'un outil de plus que nous utilisions pour construire l'avenir de notre famille. Ensemble, nous avons élevé 2 enfants merveilleux. Olivia avait 16 ans, réfléchie et responsable. Ethan avait 14 ans, assez drôle pour alléger même les jours difficiles. Chaque décision financière que je prenais tournait autour de ces 2 enfants. Fonds pour les études, épargne d'urgence, assurance, retraite. Si je pouvais alléger un fardeau futur de leurs épaules, je considérais mon travail comme valable. Pendant de nombreuses années, Marc l'appréciait. Puis tout a lentement changé. Le changement n'a pas commencé par l'argent. Il a commencé par le deuil. 3 ans plus tôt, le père de Marc est décédé de façon inattendue après une crise cardiaque. Sa mère, Diane, s'est soudain retrouvée seule. Ni l'un ni l'autre ne voulait qu'elle vive seule, alors nous l'avons invitée dans notre maison. Au début, cela semblait être la bonne chose à faire. Elle était polie, serviable, reconnaissante. Elle préparait le dîner, pliait le linge. Allait chercher les enfants à l'école quand nos emplois du temps devenaient chargés. Je croyais sincèrement que nous faisions quelque chose de bien. Avec le recul, je pense que ce fut la dernière saison paisible que notre famille ait connue. Peu à peu, Diane a cessé d'agir comme une invitée. Elle est devenue une autorité. Cela a commencé par des opinions inoffensives. Vous ne devriez pas laisser les adolescents dormir aussi tard. Émilie dépense trop pour les courses. Bio. Pourquoi acheter de la lessive de marque? Aucun de ces commentaires ne me dérangeait vraiment. Tout le monde a des opinions. Je souriais simplement et changeais de sujet. Puis les commentaires sont devenus des instructions, puis des règles,
puis des critiques. Elle a remis en question les cadeaux d'anniversaire. Elle a remis en question les projets de vacances. Elle a remis en question ce que je commandais au restaurant. Un après-midi. Elle a réellement regardé à l'intérieur de mes sacs de courses avant que j'aie fini de les décharger. De la voiture. 30 $ pour des grains de café, a-t-elle demandé. J'ai ri. Il dure presque un mois. Elle a secoué la tête. C'est comme ça que les gens gaspillent de l'argent. Je me souviens d'être resté là à penser. Je les ai achetés avec mon salaire. Pourquoi cela la concerne-t-il? Pourtant, j'ai encore laissé tomber. La paix semblait plus facile que la confrontation. Malheureusement, la paix a une façon étrange d'enseigner aux personnes contrôlantes que vous accepterez encore davantage. Plusieurs mois plus tard, Marc a suggéré de simplifier nos finances. Mettons tout dans un seul budget familial, a-t-il dit. Cela semblait raisonnable. Les couples mariés le font tous les jours. Alors j'ai accepté. Ce que je n'ai pas remarqué, c'est à quel point Diane s'asseyait souvent à proximité pendant que nous discutions d'argent. Parfois, elle ne faisait même pas semblant de ne pas écouter. Finalement, elle a commencé à répondre aux questions qui m'étaient adressées. Si vous me demandez mon avis, voici ce que je ferai. Une femme n'a pas besoin d'argent de poche séparée. J'ai ri la première fois qu'elle l'a dit. Elle ne plaisantait pas, Marc n'a pas semblé le remarquer. Ou peut-être a-t-il choisi de ne pas le remarquer. Chaque fois que je lui disais en privé que sa mère devenait trop impliquée, il donnait toujours la même réponse. Elle est à l'ancienne. Elle veut bien faire. Ignore-la simplement. L'ignorer est devenu plus difficile. Un soir, j'ai acheté une robe à Olivia pour le bal de première année de lycée. Rien d'extravagant. Juste une belle robe bleue dont elle était tombée amoureuse après des semaines d'économie sur son argent d'anniversaire. Quand Diane a vu le reçu, elle a froncé les sourcils. Tu as payé autant? Olivia a discrètement disparu à l'étage. J'ai répondu calmement. Elle mérite quelque chose de spécial. Diane a regardé Marc directement. Tu vois, c'est exactement de cela que je parle. Au lieu de me défendre, il a soupiré. Peut-être que maman a raison. Cela m'a fait bien plus mal que je ne l'ai admis. Pas à cause de la robe, mais parce que mon mari avait cessé de me voir comme sa partenaire. Petit à petit, il avait commencé à me voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Pourtant, je n'ai jamais cessé de contribuer. Chaque mois, je gérais discrètement nos impôts. J'ajustais les comptes de retraite. Je révisais les polices d'assurance. J'augmentais notre épargne d'urgence. Chaque fois que l'entreprise de Marc traversait une saison creuse, je déplaçais de l'argent pour que la paix ne rebondisse jamais. Il n'a jamais demandé comment je m'y prenais. Il assumait simplement que tout s'arrangeait toujours. Parfois, les personnes qui bénéficient le plus de vos sacrifices sont celles qui les remarquent le moins. Puis est venu le shopping qui a tout changé. J'ai acheté un ordinateur portable pour Ethan. L'ancien avait finalement rendu l'âme alors qu'il terminait un projet scolaire. Je n'y ai pas pensé deux fois. J'avais recherché les prix, trouvé une promotion de fête, utilisé la carte de crédit familiale. Un achat parfaitement ordinaire. Apparemment, Diane a vu la notification de transaction avant Marc. Au moment où il m'a appelé cet après-midi-là, ils avaient déjà décidé que j'avais besoin d'une leçon. Ils croyaient sincèrement que bloquer une carte de crédit me rappellerait qui commandait. Ce que ni l'un ni l'autre ne comprenaient. C'était quelque chose que je ne m'étais jamais donné la peine d'expliquer. Cette carte de crédit n'était pas le fondement de la sécurité financière de notre famille. C'était moi. Et en me garçant devant ma banque cet après-midi-là, j'ai réalisé autre chose. Pendant 17 ans, j'avais protégé l'avenir de tout le monde. Il était enfin temps de protéger le mien. Quand les gens entendent des histoires comme la mienne, ils imaginent généralement que le comportement contrôlant apparaît du jour au lendemain. Ce n'est pas le cas. Du moins, ce ne l'a pas été dans mon mariage. Il est arrivé un tout petit compromis à la fois.
Chacun semblait trop petit pour se battre. Chacun semblait plus facile à pardonner qu'à confronter. Quand j'ai réalisé à quel point les choses avaient changé, je reconnaissais à peine le mariage que Marc et moi avions construit ensemble. Le lendemain du jour où Diane a emménagé chez nous, elle était debout dans ma cuisine à faire des pancakes en fredonnant une vieille chanson country. Elle a souri quand je suis entré. J'ai pensé préparer le petit déjeuner pour que tu puisses dormir un peu plus longtemps. Je l'ai prise dans mes bras. Tu n'as pas à faire ça. Je sais, a-t-elle dit. Je le veux. À l'époque, j'aimais vraiment la voir autour de moi. Elle adorait les petits-enfants. Elle racontait de merveilleuses histoires sur Marc petit garçon. Elle se souvenait des anniversaires. Elle faisait des tartes maison chaque fête de l'Action de grâce. Si quelqu'un m'avait dit que cette femme finirait par encourager mon mari à contrôler mes finances, j'aurais ri. La vie annonce rarement le moment où tout commence à changer. Elle continue simplement d'avancer pendant que les changements s'accumulent discrètement. Environ 6 mois après son arrivée, j'ai remarqué que Diane posait des questions inhabituelles. Combien ton cabinet te paie ces jours-ci? Oh, assez. Plus que Marc. J'ai souri poliment. Nous nous en sortons tous les deux bien. Elle n'a pas aimé cette réponse. Elle voulait des chiffres, des comparaisons, un gagnant. Je ne lui en ai jamais donné. L'argent n'avait jamais été une compétition dans mon mariage. Du moins pas jusqu'à ce qu'elle en fasse une. Un samedi après-midi, Marc est rentré d'un chantier, épuisé. Son entreprise de construction avait décroché plusieurs contrats de rénovation commerciale. Et il travaillait presque tous les week-ends. Je lui ai versé un verre de thé glacé pendant qu'il s'asseyait à la table de la cuisine. Avant même qu'il puisse prendre une gorgée, Diane a parlé. Émilie a encore acheté une de ces bougies chères. Marc a eu l'air confus. Quelle bougie? Celle dans le salon. Il a haussé les épaules. Si elle l'aime. Elle coûtait $40. Il m'a regardé. Tu as dépensé $40 pour une bougie. J'ai ri. En fait, c'était 38. Il a souri. Ça semble quand même cher. Elle durera probablement 6 mois. Cela aurait dû être la fin de la conversation. Au lieu de cela, Diane a ajouté doucement, les petits achats comme ça. C'est pour ça que les gens ne construisent jamais de patrimoine. J'ai failli rire à nouveau. Si seulement elle savait. L'ironie était presque insupportable. Cette seule bougie coûtait moins que les dividendes mensuels d'un compte d'investissement que j'avais constitué des années plus tôt. Mais je n'ai rien dit. Il n'y avait aucune raison. Je n'étais pas intéressé à prouver que quelqu'un avait tort. La chose étrange à propos du contrôle financier, c'est qu'il commence rarement par des décisions majeures. Il commence par des questions. Avons-nous vraiment besoin de ça? Ne pourrions-nous pas attendre? As-tu comparé les prix? Finalement, les questions deviennent des attentes, puis des permissions. Un soir, je me suis arrêté à l'épicerie après le travail. Le total s'élevait à presque $300. La nourriture n'était plus bon marché. Ni les essuie-tout, ni la lessive. Ni les collations que 2 adolescents en pleine croissance pouvaient avaler en un seul week-end. Alors que je déchargeais tout sur le comptoir de la cuisine, Diane a commencé à fouiller dans les sacs. Elle a tenu un paquet de saumon frais. Celui-ci n'était pas en promotion. Non. Tu as acheté des baies fraîches. Oui. Et du fromage importé. J'ai souri. Les enfants adorent ça. Elle a soupiré dramatiquement. Quand j'ai élevé ma famille, nous avons appris la différence entre les besoins et les envies. Avant que je puisse répondre, Marc est entré. Sans même avoir entendu la conversation, il a demandé, « Tout va bien ?» Diane a répondu à ma place. On parlait juste de budget. Marc a regardé les courses. Peut-être que maman a raison. On pourrait probablement réduire un peu. Je l'ai regardé. Sur la nourriture. Il a évité mon regard. Je dis juste qu'elle a de l'expérience. L'expérience. Ce mot est devenu son bouclier.
Chaque fois que Diane me critiquait, il appelait cela de l'expérience. Chaque fois qu'elle intervenait, il appelait cela des conseils. Chaque fois que je me sentais écarté, il me disait de ne pas le prendre personnellement. Finalement, j'ai arrêté d'en parler, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'étais fatigué. Pendant ce temps, mon propre travail continuait discrètement. La plupart des matins, j'arrivais à mon bureau avant 8 heures. Mes clients comprenaient des chirurgiens, des dentistes, des médecins de famille et des cabinets de physiothérapie. J'aimais aider les gens à prendre de bonnes décisions financières. Certains médecins gagnaient des revenus incroyables mais peinaient à épargner quoi que ce soit. D'autres s'inquiétaient constamment malgré une sécurité financière. L'argent, j'avais appris depuis longtemps, n'était pas seulement des mathématiques. C'était de l'émotion, de la peur, de la fierté, de la sécurité, de l'espoir. Ironiquement, je pouvais aider des inconnus à organiser leur vie financière pendant que mon propre foyer devenait lentement en faillite émotionnelle. À peu près à cette époque, l'entreprise de Marc a traversé un hiver difficile. Plusieurs projets commerciaux ont été retardés à cause du temps. Les factures étaient payées en retard. Les échéances de paie restaient exactement les mêmes. Il rentrait frustré presque tous les soirs. Je ne sais pas comment on va tout couvrir ce mois-ci. J'ai discrètement ouvert mon ordinateur portable. Regardons ça. Pendant 2 heures, nous avons passé les chiffres en revue ensemble. J'ai réorganisé les échéanciers de paiement, déplacé les flux de trésorerie. Reporté les achats non essentiels, déplacé de l'argent entre les comptes. Tout s'équilibrait. Il a souri avec soulagement. Je ne sais pas comment tu arrives toujours à résoudre ces choses. J'ai souri en retour. C'est mon métier. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que j'avais aussi transféré de l'argent d'un compte d'investissement qui m'appartenait personnellement pour protéger son entreprise. Non pas parce qu'il l'avait demandé, mais parce que je croyais que son succès était notre succès. Le mariage n'est pas censé tenir le score, alors je ne l'ai jamais fait. Les enfants ont remarqué plus que nous ne le réalisions. Un soir, Olivia a frappé à la porte de ma chambre. Maman. Oui. Grand-mère ne t'aime pas beaucoup, n'est-ce pas? La question m'a prise au dépourvu. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle se plaint seulement des choses que tu achètes. J'ai forcé un sourire. Les adultes ne sont pas toujours d'accord. Olivia s'est assise à côté de moi. Je ne l'ai jamais entendue se plaindre quand papa achète du matériel de pêche. J'ai ri doucement. Moi non plus. Elle a hésité. Je ne pense pas que ce soit juste. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. La vie n'est pas toujours juste. Elle a levé les yeux vers moi. Mais tu es toujours gentil avec elle. J'ai embrassé le haut de sa tête. C'est parce que la gentillesse en dit plus sur nous que sur l'autre personne. À l'époque, je croyais complètement ces mots. Maintenant, je ne suis plus si sûr. La gentillesse ne devrait pas toujours ressembler au silence. Parfois, le silence donne simplement à l'irrespect la permission de grandir. Puis est venue la conversation qui a tout changé. Je n'étais pas censé l'entendre. J'étais rentré plus tôt après qu'un client ait annulé. En traversant le garage, j'ai entendu des voix dans la cuisine. Marc et Diane ne se rendaient compte ni l'un ni l'autre que j'étais déjà à la maison. Tu la gâtes, a dit Diane. Non. Si. Elle dépense ce qu'elle veut. Marc a soupiré. Elle travaille dur. Et alors? Tu es le mari. Il y a eu un long silence. Puis Diane a prononcé la phrase qui est restée avec moi pendant des semaines. Un homme qui ne contrôle pas l'argent finit par perdre le contrôle de sa famille. Je suis resté figé dans le garage, attendant, priant pour que Marc rie. Qu'il lui dise qu'elle avait tort. Qu'il lui dise que le mariage n'était pas une question de contrôle. Au lieu de cela, je l'ai entendu dire doucement, peut-être que tu as raison. Ces 4 mots ont brisé quelque chose en moi que je ne savais pas pouvoir se briser. Non pas parce qu'il était d'accord avec sa mère, mais parce qu'il ne faisait plus confiance à la femme qui avait passé 17 ans à ses côtés.
Une semaine plus tard. L'ordinateur portable d'Ethan a finalement rendu l'âme au milieu d'un devoir scolaire. Je l'ai emmené dans un magasin d'électronique après le travail. Nous avons trouvé un modèle fiable en promotion. Rien d'extravagant, juste exactement ce dont il avait besoin. J'ai payé avec notre carte de crédit familiale sans y penser deux fois. Quand nous sommes entrés dans la maison en portant la boîte, les yeux de Diane se sont immédiatement posés sur le reçu qui dépassait du sac. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Le lendemain après-midi, mon téléphone a sonné et mon mari a décidé de me donner une leçon que sa mère avait passée des mois. Le convaincre de me donner. Le parking devant ma banque ressemblait exactement à celui de tous les autres mardis après-midi. Des parents pressés passaient avec des tout-petits. Un couple âgé traversait lentement vers l'entrée, main dans la main. Une équipe d'entretien taillait les haies le long du trottoir. Rien dans la scène ne suggérait que mon mariage se délitait discrètement. J'ai coupé le moteur et j'ai regardé mon téléphone une dernière fois. Aucun appel manqué pour l'instant, juste le souvenir de la voix de Marc. J'ai bloqué ta carte de crédit, puis celle de Diane. Demande-nous avant de dépenser un centime. J'ai posé mon téléphone face contre le siège passager. Pour la première fois depuis des années. Je n'entrais pas dans une banque pour résoudre le problème financier de quelqu'un d'autre. J'y allais enfin pour résoudre le mien. La directrice d'agence, Karen Mitchell, m'a salué avant même que j'atteigne son bureau. Émilie, content de te voir. Karen et moi travaillons ensemble depuis presque une décennie, non pas socialement. Professionnellement. Elle savait que je gérais des planifications financières complexes pour des cabinets médicaux. Et au fil des années, elle m'avait aidé à ouvrir plusieurs comptes personnels. Elle a immédiatement remarqué mon expression. Ça va ? J'ai souri poliment. J'ai connu de meilleurs après-midi. Elle a fermé la porte de son bureau. Que puis-je faire pour toi ? J'ai pris une respiration lente. J'ai besoin de séparer mes finances. Elle n'a pas réagi avec surprise. Les banquiers voient des divorces, des faillites d'entreprise, des litiges successoraux. Des conflits familiaux. Elle a simplement hoché la tête. Passons tout en revue soigneusement. Pas de drame, pas de jugement, juste du professionnalisme. Exactement ce dont j'avais besoin. Karen a affiché tous les comptes liés à mon nom. Certains étaient joints. Certains m'appartenaient uniquement. D'autres avaient été ouverts des années avant que Marc et moi soyons mariés. J'ai examiné chacun soigneusement. Je voudrais que mon salaire n'aille plus sur le compte joint. Pas de problème. Je voudrais rediriger mon dépôt direct. Elle a tapé quelques notes. C'est fait. Je veux aussi arrêter les virements automatiques qui viennent de mon compte d'investissement personnel. Elle a levé les yeux. Les virements mensuels ? Oui. Ces virements avaient discrètement couvert bien plus que quiconque dans ma maison ne le réalisait. Chaque fois que les liquidités de l'entreprise de Marc se resserraient, je déplaçais de l'argent sur notre compte familial. Parfois c'était quelques milliers, parfois nettement plus. Je ne l'annonçais jamais. Je ne voulais jamais de crédit. Je voulais simplement de la stabilité. Karen a traité la demande. Les virements s'arrêtent aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Merci. Ensuite est venu mon compte d'épargne personnel, puis mon compte de courtage. Puis le trust que ma tante décédée m'avait laissé des années plus tôt. Marc savait que j'avais reçu un héritage. Il n'avait aucune idée que j'avais investi presque tout au lieu de le dépenser. Les investissements avaient régulièrement progressé au fil des années, non par chance, mais par patience. Chaque dividende, chaque paiement d'intérêt, chaque réinvestissement, lentement, discrètement. De la façon dont la vraie richesse croît souvent. Je voudrais que ces comptes soient complètement séparés de toute activité familiale. Karen a confirmé les formalités. C'est fait. Elle a tourné l'écran vers moi. Il y a aussi plusieurs garanties attachées aux lignes de crédit de l'entreprise de Marc. Je n'étais pas surprise. Des années plus tôt, alors que son entreprise s'étendait encore.
J'avais accepté de servir de garante financière supplémentaire parce que mes revenus et mes actifs renforçaient les dossiers. À l'époque, cela avait parfaitement de sens. Nous étions partenaires. Aujourd'hui, c'était différent. Je voudrais me retirer partout où c'est légalement possible. Karen a hoché la tête pensivement. Certains accords permettent un retrait immédiat après examen. D'autres nécessitent une documentation de remplacement. Je comprends. Elle m'a tendu plusieurs formulaires. J'ai signé chacun soigneusement. Pas avec colère, pas avec émotion, simplement soigneusement. Chaque signature représentait quelque chose de bien plus grand que l'argent. Elle représentait une limite, une que j'aurais dû tracer des années plus tôt. Karen a fait une pause. J'espère que tu ne m'en voudras pas si je demande. J'ai souri. Vas-y, est-ce que cela se dirige vers un divorce? J'ai regardé ma bague de mariage. Pendant 17 ans, je l'avais portée sans jamais imaginer la retirer. Honnêtement, je ne sais pas. Elle a hoché la tête gentiment. Parfois, séparer les finances sauve un mariage. J'ai relevé les yeux. J'espère que tu as raison. Parce que malgré tout, j'aimais encore mon mari. L'amour n'était pas le problème. Le respect l'était. Presque 2 heures s'étaient écoulées quand nous avons terminé. Karen m'a remis un dossier contenant les informations de compte mises à jour. Tout ce qui t'appartient exclusivement est maintenant complètement indépendant. Je l'ai remerciée. Alors que je me levais pour partir, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu as passé ta carrière à protéger l'avenir financier des autres. Elle a souri gentiment. Ne t'excuse pas de protéger le tien. Pour une raison quelconque, ces mots m'ont presque fait pleurer. Au lieu de cela, je l'ai simplement remerciée à nouveau. Dehors, le soleil de l'après-midi semblait plus chaud qu'avant. Je suis monté dans mon SUV et j'ai enfin pris mon téléphone. 23 appels manqués, la plupart de Marc, plusieurs de Diane, 2 de la maison, 1 d'Olivia. Une notification de messagerie vocale est apparue. Je n'ai pas écouté. Pas encore. J'ai démarré le moteur. Avant même de reculer de la place de stationnement, le téléphone a sonné à nouveau. Marc. Je l'ai regardé vibrer jusqu'à ce qu'il s'arrête. 5 secondes plus tard, un autre appel. Puis un autre, puis un autre. Je suis rentré chez moi sans répondre à un seul. À mi-chemin, mon téléphone a vibré avec un texto. Où es-tu? 1 minute plus tard. Appelle-moi immédiatement. Puis un autre. Il y a un problème avec les comptes de l'entreprise. J'ai continué à conduire. Un autre message. Émilie, s'il te plaît réponds. Un autre. La paix ne passe pas, puis un de Diane. Que as-tu fait? J'ai presque ri. Non pas parce que quelqu'un souffrait. Mais parce que pour la première fois, il posait la bonne question. Que avais-je fait? Rien d'illégal, rien de malhonnête, rien de secret. J'avais simplement arrêté de porter discrètement des responsabilités qu'il n'avait jamais réalisées. Être les miennes. Quand je suis arrivé à la maison, le camion de Marc n'était pas dans l'allée. Ni la voiture de Diane. La maison était calme. À l'intérieur, Olivia était assise à l'îlot de la cuisine en train de faire ses devoirs. Elle a levé les yeux dès que je suis entré. Maman. Bonjour, chérie. Elle a étudié mon visage. Tu vas bien? Ça ira. Elle a hésité. Papa est parti très vite. Je sais. Il avait l'air effrayé. Cela m'a surprise. Effrayé n'était pas un mot que ma fille associait habituellement à son père. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, elle a haussé les épaules. Grand-mère n'arrêtait pas de parler de la banque. J'ai souri doucement. Est-ce que l'un ou l'autre vous a dit quelque chose? Elle a secoué la tête. Non. Bien. Je n'allais pas entraîner mes enfants dans un conflit d'adultes. Ils méritaient mieux. 1 heure plus tard, Ethan est rentré de l'entraînement de baseball. Il a immédiatement remarqué la tension. Qu'est-ce qui se passe? Rien dont tu aies besoin de t'inquiéter.
Il avait l'air peu convaincu. Avant que quiconque puisse dire un autre mot, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Marc est entré. Son visage était plus pâle que je ne l'avais jamais vu. Sa chemise était humide de sueur malgré la climatisation. Il n'était pas en colère. Il avait l'air terrifié. Émilie. J'ai calmement posé ma tasse de café sur le comptoir. Bonjour. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. La paix n'est pas passée. J'ai hoché la tête. Je sais. Le compte d'exploitation, il a peiné à finir la phrase. Il est à court. Je sais. Sa respiration est devenue irrégulière. Le paiement de l'hypothèque est en attente. Je sais. Derrière lui, Diane s'est précipitée dans la cuisine. Pour la première fois depuis qu'elle avait emménagé chez nous, elle ne souriait pas. « Que as-tu fait » a-t-elle exigé. Je l'ai regardée directement. J'ai protégé ce qui m'appartenait. Elle a ouvert la bouche pour argumenter. Avant qu'elle puisse parler, le téléphone de Marc a sonné à nouveau. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, son comptable. Il a répondu immédiatement. J'ai regardé chaque once de confiance s'écouler de son visage pendant qu'il écoutait. Quand l'appel s'est terminé, il a abaissé lentement le téléphone. Sa voix s'élevait à peine au-dessus d'un murmure. Il demande où sont passés les virements mensuels. La pièce est devenue parfaitement immobile. Pendant des années, ces virements étaient apparus comme une horloge. Personne ne s'était jamais demandé qui les finançait jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Mon téléphone a vibré à nouveau. J'ai baissé les yeux. Le compte des appels manqués était encore monté. Au coucher, il atteindrait 55. Et mon mari commençait seulement à comprendre que le fondement le plus solide sous notre famille n'avait jamais été l'entreprise qu'il avait construite. C'était la femme qu'il avait tenue pour acquise. Marc se tenait au milieu de notre cuisine, tenant son téléphone comme s'il était soudain devenu trop lourd à porter. Pendant plusieurs longues secondes, personne n'a parlé. Le seul son venait du réfrigérateur qui bourdonnait derrière nous. Finalement, Diane a brisé le silence. « Tu ne peux pas simplement prendre de l'argent à ta famille. » Je l'ai regardé calmement. « Je n'ai pas ?» Elle a froncé les sourcils. « Alors pourquoi ces comptes sont-ils à court ?»« Parce que j'ai arrêté d'y mettre mon argent. » Elle a cligné des yeux. « Mon argent ?» J'ai répété les mots lentement, non pas parce qu'elle ne pouvait pas les entendre, mais parce que je n'étais pas sûr qu'elle ait jamais vraiment cru qu'ils existaient. Mon salaire, mes investissements, mes comptes personnels. Marc m'a fixé. De quoi parles-tu? J'ai croisé son regard. Tu ne le sais vraiment pas, n'est-ce pas? Son expression a répondu à la question avant qu'il ne dise un mot. Non, il ne le savait pas. Je suis monté à l'étage sans une autre phrase. Ni l'un ni l'autre ne m'a suivi immédiatement. Quand je suis redescendu quelques minutes plus tard, je portais une grande boîte à dossiers grise. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. 17 années de paperasse ont tendance à peser un certain poids. Je l'ai placée doucement sur la table de la salle à manger. Marc avait l'air confus. Qu'est-ce que c'est? Notre histoire financière. J'ai retiré le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des dossiers soigneusement étiquetés, déclaration de revenus, relevé d'hypothèque, rapport d'investissement, police d'assurance, dossier d'entreprise, résumé d'épargne d'urgence. Tout organisé de la même façon que j'organisais la vie financière de chaque client. J'ai fait glisser le premier dossier sur la table. Ouvre-le. Il a hésité. Puis il l'a fait. À l'intérieur se trouvaient des copies de relevés de paie d'il y a 4 ans. L'hiver où son entreprise avait failli perdre 3 contrats commerciaux. Tu te souviens de ce janvier, ai-je demandé. Il a hoché la tête. C'était horrible. Tu as presque manqué la paix. J'ai trouvé un moyen. J'ai doucement secoué la tête. Non. J'ai pointé une ligne surlignée. J'ai transféré 32 000 $ de mon compte d'investissement. Ses sourcils se sont levés. Quoi? Tu n'as pas trouvé de solution. Je t'ai aidé. Il a regardé les papiers. Je ne me souviens pas de ça.
Parce que je ne te l'ai jamais dit. J'ai ouvert un autre dossier. Celui-ci. Il a lentement tourné les pages. Son visage est devenu encore plus pâle. L'IRS? J'ai hoché la tête. Le comptable a fait une erreur de déclaration. Je m'en souviens. Tu pensais qu'ils avaient annulé les pénalités. J'ai fait glisser un autre document vers lui. Ils ne l'ont pas fait. Ses yeux ont parcouru la page, puis une autre. Une copie d'un chèque de caisse payé depuis mon compte personnel. Tu as payé ça? Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je n'essayais pas de t'embarrasser. La pièce est redevenue silencieuse. Pas le genre de silence en colère. Le genre inconfortable. Celui qui force les gens à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir. Diane a croisé les bras. Alors, quoi? Les gens mariés s'entraident. Je suis d'accord, ai-je répondu sans élever la voix. C'est exactement ce que j'ai fait. Elle avait l'air irritée. Alors pourquoi agis-tu comme une sorte de victime? J'ai souri tristement. Je ne le fais pas, je l'ai regardé directement. J'agis comme quelqu'un qui a enfin arrêté d'être invisible. Marc s'est lentement assis. Ses épaules avaient l'air différentes d'une certaine façon, plus petites, moins sûres. Il a pris un autre dossier. Ça dit, il s'est arrêté de lire, ses yeux se sont levés vers moi. Tu as fait l'apport pour le chalet du lac? J'ai hoché la tête. J'ai utilisé une partie de mon héritage. Je sais ce que tu pensais. Il avait l'air réellement gêné. Je pensais que l'entreprise avait enfin gagné assez. Ce n'était pas le cas. Il a refermé soigneusement le dossier. Je n'ai jamais su. Non, tu n'as jamais demandé. Un par un, les documents ont peint un tableau que ni Marc ni Diane n'avaient jamais vu. Chaque saison creuse de l'entreprise, chaque dépense d'urgence, chaque facture médicale inattendue. Chaque contribution à l'épargne-études, chaque ajustement de retraite. Chaque augmentation d'assurance, chaque investissement, chaque transfert, chaque sacrifice. Je n'avais rien caché. Les dossiers avaient toujours été disponibles. Marc me faisait simplement assez confiance pour tout me laisser gérer. Quelque part en chemin, la confiance s'était discrètement transformée en présomption. Puis la présomption était devenue un droit acquis. La porte d'entrée s'est ouverte. Olivia et Ethan sont entrés ensemble après avoir promené le chien dans le quartier. Ils ont immédiatement senti que quelque chose n'allait pas, papa. Marc a levé les yeux rapidement. Vous n'avez pas besoin d'être ici. Aucun des deux enfants n'a bougé. Olivia a regardé les papiers qui couvraient la table. Puis elle m'a regardé. Maman. Je vais bien. Elle s'est quand même placée à côté de moi. Cela m'a rappelé quelque chose qu'elle faisait quand elle avait 6 ans. Chaque fois qu'elle sentait que j'étais contrarié. Elle se tenait simplement assez près pour tenir ma main. Elle n'a pas tendu la main maintenant. Elle s'est simplement tenue à côté de moi. Certaines habitudes ne disparaissent jamais. Ethan a regardé son père. Est-ce que tout va bien? Marc a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Finalement, il a murmuré, j'ai fait une erreur. Ce n'étaient pas des excuses complètes. Pas encore. Mais c'était la première phrase honnête qu'il avait prononcée de tout l'après-midi. Diane n'était pas prête à céder. Elle a regardé les enfants. C'est entre adultes. Olivia nous a tous surpris. Non. Sa voix est restée respectueuse. Mais ça est devenu notre affaire quand tu as commencé à traiter maman comme si elle ne pouvait pas prendre ses propres décisions. La pièce s'est figée. Diane avait l'air stupéfaite. Tu ne devrais pas parler à ta grand-mère de cette façon. Je n'ai pas manqué de respect. Olivia a avalé difficilement. Je t'ai vu critiquer maman presque tous les jours depuis que tu as emménagé. Personne ne l'a interrompu. Je pensais peut-être que j'imaginais des choses. Elle a regardé vers son père. Mais ensuite tu as commencé à être d'accord avec grand-mère. Marc a baissé les yeux. Ethan a parlé ensuite. Je me souviens de l'ordinateur portable. Tout le monde l'a regardé.
Je me suis senti coupable. Tu n'aurais pas dû, ai-je dit doucement. Je sais. Il a regardé son père. Je pensais peut-être que je n'aurais pas dû en demander un. Marc s'est couvert le visage des 2 mains. Tu n'aurais jamais dû te sentir comme ça. Je l'ai fait. La voix de mon fils s'est brisée. J'ai entendu grand-mère dire que maman gaspillait de l'argent. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je pensais qu'acheter mon ordinateur avait mis maman dans le pétrin. La culpabilité sur le visage de Marc est devenue presque insupportable à regarder. Non pas parce que je voulais qu'il souffre, mais parce que je savais exactement ce qu'il réalisait. Cela n'avait jamais été seulement une question d'argent. Nos enfants avaient discrètement porté des fardeaux émotionnels qu'ils n'avaient jamais mérités. Après plusieurs minutes, Diane a finalement reparlé. Je n'essayais que d'aider. Je l'ai regardé. Je crois que tu pensais le faire. Elle a semblé surprise par ma réponse. Mais aider n'est pas la même chose que contrôler. Elle n'a pas répondu. Peut-être qu'elle ne le pouvait pas. Peut-être que pour la première fois, elle ne savait vraiment pas quoi dire. Marc s'est lentement levé. Il a contourné la table de la salle à manger jusqu'à se tenir directement devant moi. J'ai besoin de te demander quelque chose. D'accord. Pourquoi ne m'as-tu jamais tout dit? Je l'ai regardé longuement avant de répondre. Parce que je pensais que nous formions une équipe. Il a froncé les sourcils. Nous en formions une. En formions-nous une, ai-je demandé doucement. Ou est-ce que je nettoyais simplement discrètement chaque désordre financier pendant que tu croyais porter seule la famille? Il n'a pas pu répondre. Je n'ai jamais voulu de crédit, ai-je continué. Je n'ai jamais voulu d'éloge. Je voulais seulement du respect. Les larmes qui s'étaient accumulées dans ses yeux se sont finalement échappées. Je suis tellement désolé. Je croyais qu'il le pensait, mais je savais aussi quelque chose d'important. Les vraies excuses n'effacent pas des années de comportement. Elles deviennent simplement le premier pas vers le changement. Alors que le soir s'installait dehors. La table de la salle à manger restait couverte de 17 années de vérité. Pas d'accusation, pas de vengeance, juste des faits. Pour la première fois depuis que Diane avait emménagé chez nous, chaque illusion avait disparu. Et sans ces illusions, nous avions enfin une chance de décider si notre mariage valait la peine d'être sauvé. La maison était inhabituellement calme le lendemain matin. Pas paisible, juste épuisée. Aucune télévision ne jouait dans le salon. Personne ne se disputait au petit déjeuner. Même le chien semblait sentir que quelque chose avait changé. Marc avait à peine dormi. Je le savais parce que chaque fois que je me réveillais pendant la nuit, je l'entendais marcher en bas. Pendant 17 ans. J'avais pu dire quel genre de fardeau il portait simplement à la façon dont il marchait dans la maison. Cette fois, le fardeau n'était pas des factures impayées ou des clients difficiles. C'était du regret. Je suis parti au travail un peu plus tôt que d'habitude. J'avais besoin du rythme normal des tableurs, des réunions et des routines familières. En arrivant sur le parking de mon bureau, mon téléphone a sonné. Marc. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ai répondu. Bonjour. Sa voix semblait fatiguée. On peut parler ce soir? Nous avons parlé. Je sais. Il y a eu une longue pause. Je veux dire, vraiment parler. J'ai regardé par le pare-brise un instant. Sans crier. Non. Sans blâmer. Non. Sans interruption de ta mère. Il a répondu presque immédiatement. Je m'en assurais. Pour la première fois depuis que tout avait explosé, je l'ai cru. Je serai à la maison vers 18 h. Merci. La journée de travail a passé lentement. Mes clients n'avaient aucune idée que mon mariage équilibrait sur le fil du rasoir. J'ai examiné des projections fiscales, répondu à des emails. Rencontré un médecin qui ouvrait une 2e clinique, souri quand c'était approprié. Pris des notes. Tout semblait normal de l'extérieur. À l'intérieur, mes pensées revenaient sans cesse à une question. La confiance pouvait-elle réellement être reconstruite?
J'avais aidé des clients à se remettre d'une faillite. J'avais vu des entreprises survivre à des catastrophes. J'avais regardé des familles se reconstruire après de terribles erreurs financières. Mais reconstruire un mariage exigeait quelque chose que les chiffres ne pouvaient jamais mesurer. L'humilité. Quand je suis arrivé à la maison, la voiture de Diane était partie. Marc était assis seul sur la terrasse arrière. 2 tasses de café intactes reposaient sur la table entre nous. Il s'est levé quand je suis sorti. Merci d'être venu. J'habite ici. Un sourire embarrassé a traversé son visage. Je suppose que oui. Nous nous sommes assis sans parler pendant près d'1 minute. Le silence n'était pas inconfortable. Il semblait simplement honnête. Finalement, il m'a regardé. J'ai demandé à maman de passer quelques jours chez ma sœur. J'ai hoché la tête. Elle n'était pas contente. J'imagine. Mais elle est partie. Il a frotté ses mains nerveusement. J'avais besoin de parler à ma femme. Ces 2 derniers mots m'ont prise par surprise, non pas parce qu'ils étaient extraordinaires, mais parce que je ne m'étais pas senti comme sa partenaire depuis très longtemps. Il a pris une profonde inspiration. Je te dois des excuses. J'ai attendu, non pas parce que je voulais un discours, mais parce que je voulais de la sincérité. Je me suis déjà excusé auparavant. Oui, mais d'habitude c'était pour terminer une dispute. Je n'ai pas contredit. Cette fois. Il a regardé directement dans mes yeux. Je m'excuse parce que je comprends enfin ce que j'ai réellement fait. Je suis restée silencieuse. Tu ne dépensais pas mon argent. Non. Tu protégeais notre famille. Oui. Et j'ai laissé ma propre mère me convaincre que protéger signifiait contrôler. Sa voix s'est brisée. Je suis devenu quelqu'un que je n'ai jamais voulu être. Voilà. Pas d'excuses. De la reconnaissance. Parfois, c'est là que la vraie guérison commence. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, ai-je dit doucement. Il a hoché la tête. Quand tu as bloqué cette carte de crédit, j'ai fait une pause. Je n'étais pas blessé parce que je ne pouvais pas acheter d'épicerie. Il a écouté attentivement. J'étais blessé parce que mon mari croyait que j'avais besoin d'une permission. Il a baissé la tête. Je sais. Non. J'ai doucement secoué la tête. Je ne pense pas que tu le saches. Je me suis penché en avant. Sais-tu ce qui m'est passé par la tête? Il a murmuré. Quoi? J'ai pensé, ma voix s'est accrochée de façon inattendue. Après 17 ans, cet homme ne me connaît pas du tout. Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Je suis tellement désolé. Je sais. Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes aujourd'hui. J'ai apprécié cette réponse. Le pardon ne devrait jamais être exigé. Il doit grandir. Quelques minutes plus tard, il a demandé doucement, « Puis-je te demander quelque chose ?» Bien sûr. Pourquoi ne m'as-tu pas crié dessus hier? J'ai souri faiblement. J'en avais envie. Il a presque ri à travers ses larmes. Je le méritais. Peut-être. J'ai regardé à travers notre jardin, mais crier aurait changé le volume. Je l'ai regardé à nouveau. Pas la leçon. Il a hoché lentement la tête. Je comprends maintenant. J'espère. Plus tard dans la soirée, Diane a appelé. Elle a demandé si elle pouvait passer. J'ai failli dire non. Puis je me suis souvenu de quelque chose que mon père avait l'habitude de me dire. Si les gens sont prêts à admettre qu'ils ont tort, au moins donnez-leur la chance de parler. 1 heure plus tard. Elle est entrée par la porte d'entrée en portant une petite tarte de la boulangerie du quartier. Cela semblait étrangement familier. La première semaine où elle avait vécu avec nous, elle rapportait aussi des tartes. Cette fois, cependant, elle avait l'air de 10 ans de plus. Elle s'est assise silencieusement en face de moi à la table de la salle à manger. Pendant plusieurs moments, elle n'a pas pu croiser mon regard. Finalement, elle a parlé. Je te dois des excuses. J'ai écouté. Quand Harold est mort, elle a avalé difficilement. J'étais terrifié.
Harold avait été le père de Mark. Je ne savais pas qui j'étais sans lui. Des larmes ont roulé sur ses joues. J'avais peur d'être seul. Sa voix est devenue plus petite. Et j'avais peur que mon fils n'ait plus besoin de moi. Personne ne l'a interrompu. J'ai commencé à donner des conseils parce que cela me faisait me sentir utile. Elle a tordu un mouchoir dans ses mains. Puis j'ai commencé à croire que mes conseils comptaient plus que les tiens. Elle m'a regardé. Je me suis convaincu que je le protégeais. J'ai hoché la tête. Je sais. Mais ce n'était pas le cas. Une autre larme a glissé sur son visage. Je creusais un fossé entre les deux personnes qui s'aimaient. Elle a regardé vers Mark. J'en ai honte. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce. J'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Pas de fierté, pas de contrôle. Juste une veuve âgée qui avait laissé le deuil se transformer en peur. La peur était devenue de l'ingérence. L'ingérence était devenue de la manipulation. Comprendre cela n'effaçait pas les dégâts, mais cela les expliquait. J'ai joint les mains. Si nous devons avancer, les deux m'ont regardé. Les choses doivent changer. Mark a immédiatement hoché la tête. Tout ce que tu veux. Non. J'ai souri doucement. Pas n'importe quoi. J'ai parlé soigneusement. Nous aurons un budget familial que nous examinerons tous les deux. D'accord. Nous garderons chacun des comptes personnels. D'accord. Personne n'a besoin de permission pour acheter des articles personnels raisonnables. Absolument. Et les décisions financières majeures, nous les prenons ensemble. Mark a terminé. Ensemble. J'ai hoché la tête. Aussi, j'ai regardé vers Diane. Je t'aime parce que tu es la grand-mère de mes enfants. Ses yeux se sont à nouveau remplis. Mais notre mariage appartient à Mark et à moi. Elle a murmuré. Je comprends. Tu ne prends plus de décision pour nous. Je ne le ferai pas, elle n'a pas argumenté. Elle ne s'est pas défendue. Elle a simplement accepté la limite, et plus que tout. Cela m'a convaincu qu'elle voulait vraiment changer. Une semaine plus tard, Mark m'a surprise. Il m'a tendu une carte de visite. Elle appartenait à une conseillère conjugale agréée. J'ai déjà pris le rendez-vous. Tu l'as fait? Il a souri nerveusement. J'ai pensé que reconstruire la confiance méritait une aide professionnelle. J'ai ri doucement. C'est probablement la décision financière la plus intelligente que tu aies prise de toute l'année. Pour la première fois depuis des jours, nous avons tous les deux ri. Non pas parce que tout était réparé, mais parce que l'espoir était discrètement revenu. L'espoir n'arrive pas avec des feux d'artifice. Parfois, il arrive avec une conversation honnête et deux personnes enfin prêtes à écouter. Les gens pensent souvent que le pardon arrive dès que quelqu'un dit « je suis désolé ». Ce n'est pas le cas. Du moins, ce ne l'a pas été pour moi. Une excuse peut ouvrir une porte. La franchir prend du temps. La confiance ne revient pas parce que quelqu'un promet de changer. Elle revient parce qu'il le fait réellement. Un jour ordinaire à la fois. Notre première séance de counseling a semblé maladroite. Mark et moi étions assis aux extrémités opposées d'un canapé gris confortable tandis que notre thérapeute, le docteur Reynolds, souriait chaleureusement de l'autre côté de la pièce. « J'aimerais poser à chacun d'entre vous une question », a-t-elle dit. Mark a hoché la tête. Moi aussi. Elle m'a regardé en premier. « Que as-tu perdu ?» J'ai répondu sans réfléchir. Mon sentiment d'être sa partenaire. Puis elle s'est tournée vers Mark. « Que as-tu perdu ?» Il a fixé le sol pendant plusieurs secondes. J'ai perdu de vue la femme qui se tenait à mes côtés depuis le début. Aucune des deux réponses n'a résolu notre mariage. Mais pour la première fois depuis des années, nous parlions de sentiments plutôt que de finances. Cela comptait, parce que l'argent n'avait jamais réellement été le problème. L'argent avait simplement exposé un problème qui grandissait discrètement depuis des années. Au cours des mois suivants, nous avons changé plus que nos comptes bancaires. Chaque dimanche soir après le dîner, nous nous asseyions à la table de la cuisine avec un café et examinions nos finances ensemble.
Non pas parce que l'un de nous avait besoin de permission, mais parce que nous méritions tous les deux de la transparence. Les réunions étaient étonnamment simples. Nous parlions des factures à venir, des projets de vacances, de l'épargne-études, des réparations de la maison, des dons de charité. Parfois, nous n'étions pas d'accord. La différence était que nous écoutions avant de répondre. Personne ne tenait le score. Personne n'essayait de gagner. Certaines conversations duraient 10 minutes, d'autres 1 heure. Chacune se terminait avec nous deux comprenant exactement où nous en étions. J'ai réalisé quelque chose pendant ces soirées. La communication n'est pas d'éviter les désaccords. C'est de s'assurer que le respect leur survive. Nous avons aussi pris une autre décision importante. Nous avons gardé notre compte familial joint pour les dépenses partagées. Mais nous avons chacun maintenu des comptes chèques et d'épargne personnelle. Certaines personnes pourraient penser que cela semble moins romantique. Je ne suis pas d'accord. La confiance n'exige pas de renoncer à son indépendance. Elle exige d'honorer la responsabilité de l'autre. Quand j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures de course quelques semaines plus tard, je ne me suis pas demandé si quelqu'un remettrait l'achat en question. Quand Marc s'est surpris avec une nouvelle canne à pêche pendant une promotion de fête, j'ai souri et demandé quand il prévoyait d'emmener Ethan au lac. Il ne s'agissait pas des chaussures ou de la canne à pêche. Il s'agissait de respirer librement à l'intérieur de notre propre mariage. À nouveau. La plus grande surprise est venue de nos enfants. Un samedi matin, Olivia est entrée dans la cuisine en portant un carnet. « Est-ce que vous pouvez m'aider à faire un budget pour l'université ?» J'ai regardé Marc, il m'a regardé. Puis nous avons tous les deux ri. « Absolument », avons-nous dit en même temps. Pendant l'heure suivante, nous avons parlé avec les deux enfants des prêts étudiants. Des cartes de crédit, des fonds d'urgence et de l'importance de vivre en dessous de ses moyens. Je n'ai pas caché ce qui s'était passé entre Marc et moi. Je ne les ai simplement pas accablés de chaque détail douloureux. Au lieu de cela, je leur ai dit quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise des années plus tôt. La relation financière la plus saine n'est pas construite sur celui qui contrôle l'argent. Elle est construite sur l'honnêteté, le respect et la responsabilité partagée. Olivia a noté la phrase. Des mois plus tard, je l'ai trouvée collée à l'intérieur de son agenda. Ce petit bout de papier a signifié plus pour moi qu'elle ne l'a probablement réalisé. Diane a changé aussi. Pas du jour au lendemain, mais de façon notable. Quelques semaines après avoir emménagé temporairement chez la sœur de Marc, elle a demandé si nous pouvions déjeuner ensemble, juste toutes les deux. J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit dîner que nous aimions toutes les deux. À mi-chemin du repas, elle a discrètement admis quelque chose. J'ai commencé à faire du bénévolat au centre pour personnes âgées. Vraiment ? Elle a souri. Ils avaient besoin de quelqu'un pour aider à organiser les dossiers de dons. J'ai ri. Alors tu fais de la comptabilité maintenant ? Elle a hoché la tête fièrement. Cela m'occupe. Plus important, je pense que cela lui a donné quelque chose qui lui manquait. Un but. Elle n'avait plus besoin de s'immiscer dans notre mariage pour se sentir utile. Elle s'était construit une vie en dehors. Elle offrait encore des conseils de temps en temps. La différence était simple. Elle attendait que nous demandions. Et quand nous disions « on gère », elle souriait et laissait tomber. Ce petit changement a transformé notre relation plus que l'une ou l'autre ne s'y attendait. Presque 1 an après le jour où Marc a bloqué ma carte de crédit, nous avons célébré notre 18e anniversaire de mariage. Rien d'extravagant. Juste un dîner dans le petit restaurant italien où nous avions célébré notre 10e anniversaire des années plus tôt. Alors que nous terminions le dessert, Marc a plongé la main dans la poche de sa veste. Pendant une brève seconde, je me suis demandé s'il avait acheté des bijoux. Au lieu de cela, il a fait glisser une petite enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait une carte de crédit de remplacement. Non pas parce que j'en avais besoin. La mienne avait parfaitement fonctionné toute l'année. Il a souri. Je pense que celle-ci appartient dans ton portefeuille. Je l'ai regardée. Tu sais, j'ai déjà des cartes. Je sais.
Il a tendu la main à travers la table et a doucement pris la mienne. Celle-ci est différente. Comment? Il ne s'agit pas de dépenser. Il a fait une pause. Il s'agit de confiance. J'ai souri. Tu sais, j'ai glissé la carte dans l'enveloppe. Je n'ai jamais voulu la carte. Je sais. Je voulais que mon mari croie que j'étais son égal. Il a serré ma main. Tu l'as toujours été. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Il n'y a pas eu d'applaudissements dramatiques, pas de fin de film parfaite. Juste deux personnes qui avaient failli se perdre et qui se choisissaient à nouveau. Parfois, les gens demandent si je regrette d'être allé à la banque cet après-midi-là. Ma réponse est toujours la même. Non, parce que je n'y suis pas allé pour punir mon mari. J'y suis allé pour protéger ma dignité. Il y a une différence importante. La vengeance peut satisfaire votre colère un instant. Le respect de soi change le reste de votre vie. Si Marc n'avait jamais admis qu'il avait tort, notre histoire se serait probablement terminée très différemment. Mais il a choisi la responsabilité plutôt que la fierté. Et j'ai choisi les limites plutôt que l'amertume. Ensemble, ces choix ont donné à notre mariage une seconde chance. Aujourd'hui, nos petits-enfants nous connaissent comme les grands-parents qui rient trop fort pendant les jeux de société et les gâtent avec des biscuits maison. Ils ne sauront probablement jamais à quel point nous avons failli tout perdre. Et c'est très bien ainsi. Certaines victoires n'ont pas besoin d'un public. Elles n'ont besoin que de deux personnes prêtes à grandir. S'il y a une leçon que j'espère que vous retiendrez de mon histoire, c'est celle-ci. Ne confondez jamais l'amour avec le contrôle. Ne confondez jamais le silence avec la paix et ne sous-estimez jamais la force tranquille de quelqu'un qui a passé des années à maintenir une famille ensemble sans demander de reconnaissance. Parfois, la personne la plus forte dans la pièce est celle qui n'a jamais eu à élever la voix. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un que vous aimez ou même vous a aidé à voir vos propres relations un peu différemment, j'espère que vous la partagerez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si vous souhaitez me rejoindre pour d'autres histoires sur les secondes chances résilientes et le courage de se lever avec grâce, je serais honoré que vous vous abonniez et que vous reveniez pour la prochaine. D'ici là, prenez soin des personnes que vous aimez et n'oubliez jamais de protéger votre propre respect de soi.